Dans Smart et Réglo, aujourd'hui, on pose la question: quelles sont les assurances obligatoires pour les entreprises? Clarisse Thomé-Duarte, je prononce bien Thomé-Duarte à la française, experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle, va nous aider à y voir plus clair. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Première question, en 2016, en France, Clarisse, on comptait 4 millions d'entreprises pour seulement 2 millions de contrats souscrits. Ce sont des chiffres de la Fédération française de l'assurance. Les entreprises ne sont-elles pas obligées de s'assurer, Clarisse? Alors, pas toutes. Il n'y a pas une obligation générale d'assurance prévue par la loi. Certaines professions dites réglementées sont-elles obligées de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle? Il s'agit le plus souvent des professionnels du droit, comme les avocats, les notaires, les huissiers, les experts comptables ou les professionnels de santé et certaines activités type le bâtiment qui sont dans l'obligation de souscrire à une assurance qu'on appelle assurance décennale. Il existe aussi certaines activités qui vont nécessiter le recours à l'assurance. Si vous êtes une entreprise et vous avez un recours à des véhicules, vous devez vous assurer pour cette flotte. Expliquez-nous ce que c'est qu'une responsabilité civile professionnelle, une assurance de responsabilité civile professionnelle. Alors, une assurance de responsabilité professionnelle, c'est celle qui va assurer l'entreprise pour les erreurs, les négligences, les omissions qu'elle commet dans le cadre de ses activités. Est-ce qu'on a des exemples de cas dans lesquels elle est utile? Bien évidemment. Vous êtes prestataire de conseil, votre conseil est erroné, il n'est pas en adéquation avec le besoin de votre client, il subit un préjudice financier, l'assurance va indemniser le client. Vous êtes réparateur, vous installez quelque chose chez votre client, il y a une explosion. Au titre de cette erreur d'installation, vous allez être couvert. Est-elle suffisante, cette assurance? Alors, dans les faits, l'expérience montre que le plus souvent, les assurances ne couvrent pas suffisamment les risques, soit le plus souvent que l'activité ou le périmètre de l'activité n'est pas suffisamment précisé dans le contrat et ça va générer des exclusions de garantie, ou soit que les montants sont sous-évalués. Le plus souvent, le bénéficiaire, lorsqu'il déclare, il sous-évalue lui-même son risque, il sous-estime ses biens, la valeur de ses biens. Il sous-estime aussi le risque. Aujourd'hui, par exemple, la plupart des entreprises basculent vers du numérique. On sous-estime bien évidemment souvent la valeur du matériel informatique ou des données immatérielles. Par quoi faudrait-il la compléter alors ? Alors, tout simplement, ce qu'on peut préconiser surtout, c'est d'être vigilant au moment de la souscription, de veiller vraiment à s'attacher à ce que certains points, très précisément, soient absolument analysés et bien précisés. Comme je le disais, le périmètre de vos activités. Les exclusions, elles doivent être légalement formelles et précises, mais il faut les comprendre. Encore faut-il les comprendre, ces exclusions. Les extensions, peut-être que le contrat qui vous est proposé ne garantit pas toutes vos activités. Par exemple, je reviens sur le cas du réparateur. Vous recueillez les biens de votre client, votre assurance prévoit une assurance bien confiée. Le plus souvent, elle ne va pas permettre d'assurer entièrement les biens qui vous sont déposés et que vous allez conserver. Ça va nécessiter une extension pour compte de votre client. Les plafonds également, souvent, je parlais tout à l'heure de la sous-évaluation. Les plafonds, on n'a pas forcément conscience. Quand on voit le contrat, on a l'impression qu'on est très bien assuré. Le plus souvent, une petite entreprise n'aura jamais la trésorerie pour faire face à un sinistre très important. Si le montant n'est pas suffisant, dans les faits, on s'aperçoit que le plus souvent, les sociétés ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité dans un délai souvent qui dépasse 2 ans postérieurement au sinistre. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que les entrepreneurs sont à même de gérer ces questions-là? Est-ce qu'on fait assez de pédagogie sur ces questions d'assurance? Alors, moi, je crois que le plus souvent, au moment de la souscription, alors heureusement, les entrepreneurs, ils sont plutôt optimistes. Hein, on ne monte pas une entreprise, on ne crée pas une entreprise en imaginant le pire. Donc, ça peut apparaître un peu comme rébarbatif au moment de la souscription. Il faut mettre en concurrence. La concurrence, elle est réelle, même si les propositions, elles peuvent être suffisamment alignées. Si on ne comprend pas, tout simplement, il faut solliciter l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance ou le courtier qui vous fait des propositions pour être certain que c'est en adéquation avec vos besoins et que vous comprenez bien la mesure de votre garantie. Tout le monde n'a pas une experte comme vous en droit des affaires. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter, surtout. Et il ne faut pas oublier aussi que l'évolution de votre risque peut également avoir une incidence. La loi oblige l'assuré à informer l'assureur dès lors que, dans le cadre de l'évolution du contrat, un nouveau risque ou une aggravation du risque surgit. Je prends un cas concret. Vous avez souscrit une assurance pour vos locaux. Vous prenez un étage supplémentaire. Vous omettez d'en informer votre assureur. Si toutefois vous avez un sinistre... À cet étage-là que vous n'avez pas déclaré. Peu importe. Que ce soit auprès des garanties initialement souscrites ou au titre de ce nouveau risque,
vous n'êtes pas nécessairement couvert. L'assureur peut vous opposer un refus de garantie. Alors, il va y avoir deux solutions. C'est soit l'assureur considère que vous avez été de mauvaise foi et considère que le contrat est nul, vous n'êtes pas du tout couvert, soit il va minorer votre indemnité et il va appliquer ce qu'on appelle la règle proportionnelle. C'est-à-dire qu'il va partir du principe que si vous avez fait une fausse déclaration ou une omission, vous auriez dû payer des cotisations plus importantes que celles que vous avez réellement payées et il va vous appliquer cette décote à l'indemnisation. Je prends le cas de vous avez payé 750 €, vous auriez dû payer 1000. Il va vous appliquer sur l'indemnité d'assurance cette décote de 25%. L'assurance, je voulais qu'on en parle aussi, c'est un sujet d'actualité, l'assurance perte d'exploitation a particulièrement attiré l'attention cette année. Certains restaurants, bars et autres commerces ont été contraints de fermer du fait de l'épidémie. Une entreprise peut-elle obtenir de son assureur un dédommagement au titre des pertes liées à la Covid-19 ? Alors, il faut savoir que la grande majorité des entreprises ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre de la perte d'exploitation, et ce pour deux raisons. La perte d'exploitation, il faut envisager que ce n'est pas un risque en soi. Le plus souvent, les assureurs, dans un premier temps, déjà, leur logique, c'est une logique de mutualisation. On assure différentes personnes. Si l'un d'entre eux connaît un risque, je l'assure, et le montant des cotisations recueillis auprès de tous mes assurés vont me permettre de supporter ce sinistre. Par nature, une épidémie, c'est global. Donc les assureurs, ils n'assurent pas ce type de risque, tout simplement parce que ça mettrait en péril l'équilibre de l'économie de l'assurance. Dans un second temps, il faut savoir que la perte d'exploitation, très précisément, elle est souvent associée à un risque qui va engendrer un risque matériel. Pour prendre une illustration, vous êtes assuré au titre de l'incendie. Votre bien, vos locaux par exemple, sont assurés au titre de l'incendie. Vous connaissez un incendie, le bien disparaît et de ce fait, vous ne pouvez plus poursuivre votre activité. Ce bien matériel va faire en sorte que l'assurance vous couvre au titre de la perte d'exploitation parce que vous n'avez plus de locaux où votre matériel est disparu. Là, ça marche. Alors voilà, mais l'épidémie en soi, elle n'affecte pas l'outil de travail de l'entreprise. Les biens, aujourd'hui, prenons le cas des restaurateurs, ils sont fermés, les locaux sont intacts, le bien est intact. Ils ne peuvent pas juste les utiliser. Quels étaient les arguments, alors, du côté des restaurateurs et du côté des assurances dans ces conflits ? Ça fait couler beaucoup d'encre et aujourd'hui, on tend à laisser croire à toutes les entreprises qu'elles peuvent éventuellement solliciter leur assureur au titre de la perte d'exploitation. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Ce qui s'est passé, c'est que les assureurs, et pour ne pas le nommer AXA très précisément, a proposé à un certain type de clients, les restaurateurs en particulier, une garantie qui prévoyait qu'en cas de fermeture administrative liée à un risque de maladie contagieuse, d'intoxication ou d'épidémie. Donc le mot épidémie était précisé. Et le mot est choisi, peut-être malheureusement choisi, mais en tout cas il figure au contrat. Dans le cas de cette fermeture administrative, pour ces risques-là, l'assureur indemnise au titre de la perte d'exploitation. Donc bien évidemment, les restaurateurs ont considéré qu'ils étaient assurés du fait de l'épidémie, puisque le gouvernement a bien décidé une fermeture administrative. Sauf que les contrats indiquent une clause d'exclusion. C'est toujours ces clauses-là auxquelles il faut être extrêmement attentif. Dans ces contrats-là, la clause d'exclusion dit que si une fermeture administrative touche dans le même département un autre établissement, tout secteur confondu, l'assurance ne joue plus. D'accord. Donc c'est bien que l'assureur, et s'il ne tendait pas à couvrir le risque d'épidémie comme on le connaît aujourd'hui, il envisageait sûrement un risque au titre d'une fermeture administrative consécutive à une inspection sanitaire. Les restaurants sont susceptibles de se voir contrôlés au titre de leurs obligations d'hygiène. Un client est intoxiqué, il fait une dénonciation, vous subissez une inspection sanitaire et une fermeture administrative est décidée. Néanmoins, les tribunaux de commerce, il y a eu beaucoup de restaurateurs qui ont sollicité les juridictions. Le tribunal de commerce de Paris, en première ligne, a donné droit aux assurés en considérant que la clause d'exclusion était trop étendue. Il faut savoir qu'en droit des assurances, une clause d'exclusion, elle doit être limitée et formelle. Ça veut dire qu'elle doit être non ambiguë et très précise et elle ne doit pas dénaturer le contrat de sa substance. Elle ne doit pas vider la garantie de sa substance. Et ça, c'est le point de droit en particulier qui fait débat ici. Donc, de manière générale, le tribunal de commerce de Paris et certains tribunaux de commerce de province ont donné droit aux assurés. On attend impatiemment les décisions d'appel. AXA a fait appel à toutes les décisions. Une première décision est tombée en fin d'année, en décembre 2020, et fait droit à AXA en considérant que la clause est valable.
Merci Clarisse Thomé-Duhart d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure, comme tous les jours, d'une petite pause café avec Fanny Griesmer.